On entend parler de multimédia interactif, d'interactivité, d'interaction. Il semble que de nombreuses confusions existent. Pouvez-vous nous préciser les notions d'interactivité et d'interaction? Eh bien, je crois qu'il est d'abord important de bien différencier les deux termes. C'est vrai que je vais proposer quelque chose qui n'est pas forcément une définition de dictionnaire, mais qui est une position personnelle partagée. C'est que l'interactivité, c'est plutôt une propriété technique des machines, et l'interaction, décrit plutôt une propriété des relations entre humains. Et on va voir qu'elles ont des points communs, ces deux fonctions, l'interactivité des machines et l'interaction humaine, et puis en même temps, elles ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est peut-être pour cela qu'on tend à les confondre si souvent. Mais en fait, elles se ressemblent, elles ne se ressemblent pas. Alors, je dirais que dans les deux cas, il y a partagé le sens de l'échange dans les deux sens. Il y a une bidirectionnalité. Lorsque j'appuie sur une touche de mon clavier, ou bien lorsque je réagis à la remarque d'un partenaire humain, eh bien, il y a eu une émission de quelque chose, et puis immédiatement, il y a un retour. Et dans les deux cas, technique et humain, il y a bien un échange, puisque à ce premier retour, moi, je vais pouvoir en faire un second, et ainsi de suite. Il y aura donc une véritable aller et retour dans les deux cas. Mais je dirais même qu'il y a peut-être une dépendance réciproque. Il y a quelques années, les machines étaient assez archaïques, mais enfin maintenant, elles sont très sophistiquées. Et sans aucun doute, quand on s'engage maintenant avec une relation avec une machine, avec un ordinateur, par exemple, ou sur Internet, entre autres, eh bien, peu à peu, les intentions que l'on avait au départ en tant qu'acteur humain se modifient en fonction des relations à la machine. Alors, c'est pour cela sans doute que autrefois, et moins maintenant, mais autrefois on s'est beaucoup dit, bah, c'est simple, on met quelqu'un devant la machine, il interagit avec elle, et c'est comme exactement comme s'il y avait une interaction humaine. Or, c'est là que commencent les problèmes. Eh bien, pas du tout. Ça marche pas. Et je dirais même que les propriétés des machines d'interactivité, de répondre à, et de façon adaptée, eh bien, ce sont des espèces de potentiels, des qualités virtuelles, mais qui demandent à être sérieusement encadrées, à être sérieusement développées par une interaction humaine. Je dirais, il me semble que l'interactivité des machines ne suffit pas à elle seule, et surtout quand il s'agit d'apprendre. Déjà, quand il s'agit d'aller chercher de l'information, c'est pas évident, et quand il s'agit d'apprendre, c'est encore bien pire. Donc je dirais que l'interactivité des machines, c'est une propriété à actualiser, à rendre concrète, pratique. Et elle ne peut s'actualiser qu'au sein d'une relation humaine, d'une interaction humaine. Donc je dirais en gros que l'interaction humaine pourrait servir de cadre en quelque sorte, hein, de cadre organisateur à l'interactivité des machines. Ceci dit, ces machines, elles sont quand même très très puissantes. Et après plusieurs années, comme beaucoup d'entre nous ici, à avoir travaillé dessus, je ne doute pas que ces machines, enfin, je dirais que ce sont des amplificateurs. Pour moi, ce sont des gros amplificateurs cognitifs. Alors, comment est-ce possible ça? C'est pas comme des haut-parleurs, enfin, mais il y a quelque chose de ça. Pour moi, les nouvelles technologies fonctionnent d'une façon très proche de nos fonctions mentales de base, ce qui n'était pas le cas dans les technologies dont on a parlé tout à l'heure, hein, les technologies héroïques du temps du Fortran, c'était pas évident. Et maintenant, il me semble que, au point de vue de l'action, de la représentation, de la perception, nos machines sont très très proches de notre fonctionnement naturel. Il suffit de deux ou trois petites, d'accord, il faut un petit minimum, mais au-delà de ce petit minimum, les machines sont très proches de notre fonctionnement naturel. Pourquoi, par exemple? Eh bien, ne serait-ce que l'instantanéité des réponses. On n'a pas besoin d'attendre 10 minutes que la machine mouline pour avoir une réponse, ce que j'ai fait, et vous aussi, je pense, il y a quelque temps.
ce qui du coup entraîne un feedback instantané, c'est-à-dire je fais quelque chose, j'attends les effets m'apparaissent immédiatement. Mais c'est comme dans la vie courante. Je tire quelque chose, une valise lourde par exemple, eh bien je me rends bien compte que par exemple moi, je n'ai pas la force de la tirer, je vais m'adapter, c'est-à-dire que je vais avoir un retour d'information immédiat. Ça c'est la vie courante, les machines me l'apportent. La multimodalité, c'est-à-dire je ne suis plus seulement dans le texte, je ne suis plus seulement dans l'image, j'ai texte et image et son et geste, enfin, et tout. Et ça, c'est aussi mon action de la vie courante. Donc, vous voyez, je crois que j'ai passé plusieurs qualités de ces nouvelles technologies qui sont très proches de notre fonctionnement naturel. Du coup, étant très proches, eh ben, il me semble qu'elles amplifient notre fonctionnement naturel. Elles ne le gênent plus. Moi, autrefois, j'ai mal vécu les premiers ordinateurs, j'étais linguiste. Leur syntaxe m'énervait et leur fonctionnement m'agaçait. Et maintenant, c'est formidable. Je suis comme tout le monde, je suis fascinée et j'ai l'impression qui est à la fois dangereux mais en même temps positif, d'une certaine toute-puissance, d'une magie. Hein, je fais clac, clac, clac et tout à coup, il se passe un tas de choses formidables dont je m'étonne encore, peut-être parce que je suis de la génération avant. Voilà, donc c'est des véritables amplificateurs. Est-ce que ça suffit ben, vous en savez quelque chose. On a cru remarquer, vous et moi et bien d'autres, que c'est pas pour ça que les machines ont des vertus automatiques. Mais pas du tout. Il y a, je dirais, des conditions bien précises qui vont permettre qu'elles soient vraiment efficaces pour apprendre, par exemple. Et il y a une bonne raison, alors je dirais même théorique à cela, pas seulement pratique mais théorique, c'est que les machines nous délivrent de l'information, mais nous traitons avec des connaissances. Et il y a un gouffre, c'est des Américains qui ont parlé du gouffre entre l'information et la connaissance. Alors l'information, c'est ce qu'il y a dans les banques de données. Il y a même un état intermédiaire qui est le savoir. Alors les savoirs sociaux qui sont déposés dans, je sais pas, les dictionnaires, les encyclopédies, ben, c'est toujours là, déposé dans des trucs. Et puis il y a la connaissance. Et la connaissance, ben, c'est ma petite moulinette individuelle. C'est ce qui se passe dans mon cerveau à propos des données de l'informatique ou bien des savoirs dans les encyclopédies. Et ça, c'est quelque chose de hautement individuel. Et puis ça ne se développe pas tout seul. Non, pas du tout. Il faut des conditions bien précises pour passer à l'état de connaissance. Et on s'est rendu compte, contrairement à ce qu'on a pensé, on l'a vu, vous aussi et moi, pendant des années, on a cru qu'il suffisait de mettre des apprenants face à des machines et puis leur vertu allait automatiquement créer de la connaissance. Eh bien, pas du tout. L'information restait dans les machines et la connaissance ne se produisait pas. Et donc, je dirais que pour passer de l'un à l'autre, eh bien, il y a quelqu'un dont on devine qui s'appelle bien-être, qui est absolument indispensable, eh ben, c'est le formateur ou l'enseignant. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va reprendre les bases données dans les machines, les processus, et qui va, avec un accompagnement à la fois cognitif, affectif et social, aider à passer de l'état des données inertes à un état de connaissance actif, significatif et intéressant pour l'apprenant. Et là, je crois que c'est tout un programme. Si je comprends bien, le formateur doit savoir utiliser au mieux l'interactivité des machines pour que les interactions engagées avec les apprenants permettent la transformation des informations recueillies en connaissances. Tout à fait. Tout à fait. Et alors, évidemment, c'est là que ce que l'on disait autrefois est en partie juste, c'est-à-dire que, bien, qu'on le veuille ou pas, de mettre des machines dans un cours ou dans une classe, ça transforme quand même les relations. Enfin, à nouveau, ça ne le fait pas automatiquement, mais si on veut que ces machines soient efficaces, que tous nos logiciels soient efficaces, eh bien, il faut que les relations changent. Il n'y a pas de doute. C'est peut-être pour ça qu'il y a tant de résistance encore. Parce qu'il faut bien dire que l'éducation est l'un des domaines où ça résiste le plus dans les machines, hein, beaucoup plus qu'en économie, dans l'industrie ou dans la communication. Ça peut se comprendre, parce que ça veut dire que le maître, le formateur ou l'enseignant va devoir quand même largement changer de rôle. Vous et moi et nous tous ici, on a plus ou moins été formés, formation classique, rhétorique. Il y a la connaissance ou les savoirs qui sont dans des bouquins. Et puis nous avons passé des diplômes et nous sommes sanctionnés et validés pour être des transmetteurs de ces savoirs. Or maintenant, tous ces savoirs et ces connaissances, ils sont accessibles partout. Il y en a trop d'ailleurs, il y a une prolifération. On les rencontre à tous les coins de rue. Et le rôle de l'enseignant, c'est plus de transmettre, puisque la transmission, il y en a à ne plus savoir qu'en faire. Je dirais que son rôle va être de plus en plus d'aider à s'y retrouver dans cette avalanche d'informations. Donc beaucoup moins transmettre que guider et accompagner,
les malheureux qui se trouvent confrontés à cet océan, parce que pour moi qui ai vécu la pénurie de connaissances, eh bien je trouve qu'il y a un océan maintenant, une invasion de connaissances, enfin non, pas de connaissances, d'informations et de savoir, et que du coup, eh ben, l'enseignant il va être obligé de se transformer en guide, en accompagnateur, comment s'y retrouver dans ces connaissances. Et donc c'est une toute autre relation. Bien sûr qu'il y aura des transformations, des évaluations, bien sûr qu'il y aura des sanctions, des diplômes, mais ça ne sera pas, je pense, du tout sur les mêmes principes que du temps où les connaissances étaient, je veux dire, les savoirs et l'information étaient rares. Nous sommes, comme en économie, dans une société d'abondance, de trop, et donc de pas assez. On dit que la relation pédagogique est modifiée quand elle utilise la machine comme médium. Pouvez-vous nous préciser ce qui est transformé dans ce rapport homme-machine? Eh bien, cette relation est certainement modifiée à plus d'un titre, mais je vais dire tout de suite que, comme d'habitude, elle ne l'est pas nécessairement. C'est pas à nouveau parce qu'on met des machines dans un cours que miraculeusement les relations vont être autres. J'ai même vu le contraire. Souvent, ces machines servent un petit peu à se cacher de la part de l'enseignant. Donc, les relations, enfin les relations, oui, entre enseignants et formateurs et apprenants vont être modifiées pour autant que les relations de travail le soient. Et que l'on prenne bien en compte ce qu'on a vu tout à l'heure, là, ces deux propriétés de l'interactivité des machines techniques et puis de l'interaction humaine. Et c'est en ceci que sans doute le rôle de l'enseignant devrait changer, c'est-à-dire que dans nos formations classiques, à vous, à moi, on était surtout centré sur les contenus, la discipline, et ça demeurera. Enfin, je veux dire, il faut toujours être compétent dans sa discipline, ça ne disparaît pas. Mais moi, ma formation s'est arrêtée là. Et j'ai mis très longtemps à découvrir que ce passage à la connaissance dont on parlait tout à l'heure, ça n'est pas écrit dans les livres. Ça se fait, ça se vit, ça se construit au quotidien de la classe et du cours. Donc, en quoi est-ce que les TIC vont modifier ces relations? Ben, c'est très clair. Si on les prend comme vraiment des outils pour faire avec, pour observer, pour explorer, pour échanger, pour communiquer, pour essayer, pour se tromper, pour discuter ensemble, alors les relations changent totalement. C'est-à-dire que l'enseignant sera toujours le garant de la compétence, de la discipline, des savoirs, ça c'est sûr. Il sera toujours l'organisateur du travail, en gros, ça n'a pas changé, mais il l'organisera autrement. Il sera toujours le garant aussi des relations dans la classe, d'une qualité de relations humaines. Mais surtout, il va modifier complètement la façon de travailler et même peut-être sa façon de concevoir la connaissance. Et du coup, ça va influencer terriblement sur les relations à partir du moment où on a moins un rôle de magistère, enfin au sens classique, hein, de contrôle de la validité, de la correction des connaissances, qui demeure, mais qui devient second, ou dans un second temps, par rapport à un premier souci qui est donner à tous ces gens qui viennent apprendre les moyens de le faire, les moyens d'apprendre. Et ça passe en premier. Et à ce moment-là, les relations changent. C'est-à-dire que ces machines dont on a vu les qualités, elles vont être utilisées pour, justement, créer des petits groupes de travail à 2 ou 3, ou seuls, pourquoi pas, sur des petites tâches bien précises, qui vont aboutir à des comparaisons entre les petits groupes. Ces comparaisons vont faire surgir des critiques. Tiens, pourquoi tu as fait ci? Pourquoi tu as fait ça? Tu n'as pas pensé à ci? Ces critiques, on va essayer de justifier, de les justifier. Et puis, comme disaient certains, eh bien ensuite, après, on a envie de théorie, on a envie de concept, parce qu'on a fait des choses, on les a ratées, on ne sait pas très bien pourquoi, on voit avec les copains, tiens, et tout à coup, on a besoin de clarté, d'y voir clair, d'avoir un apport précis. Et à ce moment-là, la relation, il y a une demande de savoir plus qui n'existait pas avant. Et c'est en ceci que c'est peut-être fondamental. Mais il faut que l'enseignant l'accepte. Il n'est pas sûr qu'il tolère ça. Beaucoup d'enseignants n'arrivent pas à tolérer qu'il y ait cette perte de temps, comme ils disent. Passer par l'exploration, par essayer, par voir, par soi-même, pour eux, c'est une perte de temps. Je crois que les nouvelles technologies, ou ce sera une pédagogie dont on parlera peut-être tout à l'heure, interactive, ou bien ça ne sera pas. Et
la relation s'en trouve totalement modifiée. Mais vous voyez, ça n'est pas automatique, c'est parce qu'il y a un choix de l'enseignant qui dit, si les machines me permettent de faire tout ça, alors il faut que je l'exploite. Si je veux l'exploiter, c'est au service de l'activité de mes apprenants. Et si je veux faire un cours au service de l'activité de mes apprenants, il faut que je repense autrement. Et alors, une des conséquences qu'on voit qui est très difficile à accepter de la part des enseignants, c'est de problématiser les contenus. C'est-à-dire de ne pas les restituer comme ils les ont appris, mais de dire, voyons, tiens, j'ai ce petit concept-là, et celui-ci, il irait bien. Comment est-ce que je peux en faire un cas à étudier ou un problème à résoudre comme une espèce d'enquête policière? Donc, il s'agit, vous voyez, de prendre un concept bien fermé, bien classique, et puis de voir en quoi on peut en faire un cas. Et à partir de ce moment-là, on met les groupes d'apprenants sur des logiciels, etc., qui traitent un petit aspect de ce cas. Puis on voit comment ils essayent de résoudre par eux-mêmes ce problème. Et ensuite, toute la pédagogie s'en va. Mais vous voyez, là, il me semble que les nouvelles technologies n'obligent pas. On peut continuer à faire un cours magistral exactement comme avant, mais elles incitent à refaire autrement, donc à repenser les contenus en termes dynamiques et non plus en termes de transmission. Vous venez d'employer l'expression pédagogie interactive. Nous connaissons la pédagogie active, la pédagogie constructiviste. À quelle famille la rattachez-vous? Est-ce une cousine, une sœur, ou n'est-elle pas de la même famille? Oui, je crois que les termes de parenté conviennent, là, c'est très proche. J'ai utilisé ce terme parce que j'en ai vu un exposé dans une revue la française de pédagogie il n'y a pas longtemps, de la part de chercheurs en développement des psychologues du développement d'intelligence chez l'enfant. Et eux, ils ont utilisé la pédagogie interactive. Alors, ce sont des chercheurs, leur référence est constructiviste, c'est Piaget, bien sûr. Et donc, ils ont préféré interactif parce que peut-être ils vont un peu plus loin que les pédagogies Freinet dans le sens de la construction des concepts. Voilà, c'est un peu plus élaboré. Sinon, la pédagogie interactive, c'est une cousine ou une petite sœur des pédagogies actives qui, elles, remontent, comme on sait, à très longtemps. Freinet, d'accord, années 20 ou 30, mais même Dewey, le philosophe et le pédagogue américain, 1905, Learning by Doing, c'était quand même explicite comme titre. Bien. Et alors les pédagogies interactives, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Elles sont un peu comme les pédagogies Freinet que tout le monde connaît, très fondées sur l'activité des enfants ou des apprenants à partir d'un thème bien précis, il s'agit de produire des choses à partir de moyens qu'on vous donne, et généralement l'évaluation se fait non seulement par l'enseignant, mais par le groupe des pairs. Et ça, c'est commun aux pédagogies interactives. Alors simplement peut-être, les pédagogies interactives, me semble-t-il, sont soucieuses de dépasser le stade activité réfléchie pour quand même aussi soutenir le passage au concept savant. Parce que Piaget, et de même Vygotsky, son pendant russe, le psychologue russe, et puis Brunner aussi, ont bien relevé toute cette difficulté, mais qui est typiquement scolaire, du passage d'une abstraction pratique à l'abstraction de la vie quotidienne. J'ouvre des portes, je prends des trains, des bus, je vais chercher mon pain, je fais ma cuisine. Ça, c'est l'abstraction pratique, à l'abstraction savante, conceptuelle de l'ordre académique scolaire. Et là se situe la majorité des difficultés. Donc ces pédagogies interactives partent de pédagogie active au départ et essayent de les dépasser en accompagnant le passage de la généralisation, de la formulation en concept et de l'extension à des principes abstraits. Et donc, vous voyez, il y a un accent sur ce travail du passage au concept qui est très difficile en fait et qui ne se fait pas chez beaucoup d'enfants et d'adultes d'ailleurs. Donc c'est en ceci qu'elle est peut-être un peu plus interactive que les autres au sens de souci supplémentaire de travailler le passage au concept. Et alors je dirais que là, nos nouvelles technologies, elles ont tout ce qu'il faut pour ça. Parce qu'on l'a vu, elles rapprochent énormément le faire, le voir, le constat, le essayer à partir des résultats immédiats, le explorer, le aller plus loin, le aller chercher. Et tout ça, ce sont les bases de la future généralisation. Et donc, je crois qu'elles apportent tous ces soutiens techniques à une action élargie
Mais ce qu'elle n'apporte pas, c'est le stade de la réflexion critique. C'est-à-dire, bon, stop, alors qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Et ça, l'enseignant, il n'y a rien à faire. Aucune machine ne peut le faire. L'enseignant a un rôle fondamental, là. Je dirais, je ne vais pas ressortir forcément ce terme, mais un petit peu à la Socrate, vraiment d'accoucher, non pas de l'élémentaire, mais de l'après-élémentaire, hein. C'est-à-dire, l'action, j'ai fait, je suis content, j'ai réussi ou j'ai raté, pourquoi? Et ce passage à la réflexion, beaucoup de recherches aux États-Unis, où on est très en avance là-dessus, montrent qu'il se fait très mal avec les nouvelles technologies. Et Piaget l'avait déjà senti, il disait, eh bien, quand on fait, on est plus occupé à réussir qu'à comprendre. Et les nouvelles technologies s'y prêtent à ça. Elles aident à réussir plutôt qu'à comprendre. Il y a cette domination du faire, du réussir, ce qui donne l'activisme, hein, l'espèce de zapping brouillon. Pourvu que ça marche, ça tourne, ça roule, comme on dit, ça marche, c'est l'essentiel. Oui, mais l'école, c'est pas seulement ça. Il faut pas seulement que ça marche. Il faut comprendre pourquoi ça marche. Donc cette partie réflexive, méta, ce qu'on appelle métacognitive, hein, qui est la connaissance qui revient sur elle-même, puis qui dit, voyons, ça va, ça va pas. Les stratégies, hein, les comparaisons de stratégies, les causalités, pourquoi, les causes et les effets, tout ça. C'est pas les machines qui vont l'apprendre, ça. Ça, c'est vraiment l'encadrement de l'enseignant dans un groupe social qui compare, qui échange, qui dispute d'ailleurs. Il y a souvent des empoignades remarquables, mais c'est comme ça que progresse la connaissance. Voilà, alors c'est ce que me semble les pédagogies interactives au sens contemporain peuvent apporter. Mais au fond, elles n'ont rien de bien nouveau par rapport aux actives d'avant. Et alors, il me semble, pour terminer, que du coup, c'est un autre rôle pour l'enseignant. Parce qu'il faut que l'enseignant supporte ces discussions. Il faut qu'il sache les animer. Il faut qu'il sache faire des points de synthèse. Il faut qu'il dise, un tel a dit ça, mais toi, tu n'as pas entendu, tu n'as pas... etc. Il faut qu'il tolère les divergences par rapport à ce qu'il a prévu. Ça demande des grandes vertus pédagogiques qui sont pour l'instant pas tellement répandues et qui demanderaient une formation tout à fait spécifique. Et ça, je crois que ça va très bien avec ce passage de l'information à la connaissance et puis de la connaissance descriptive, c'est-à-dire ce qui est décrit dans les bouquins, dans les banques de données, à une connaissance performative, c'est-à-dire ce que vous, moi et nous ensemble, on en fait à chaque instant par rapport à nos objectifs et nos intentions. Je crois que c'est un très beau rôle. Un rôle superbe et que les technologies pourraient aider à y passer. Le tout, c'est de le vouloir. Nous venons de voir qu'avec l'introduction des machines, l'interactivité se développe et l'interaction du formateur avec les apprenants se modifie. Des éléments de changement sont donc introduits dans le déroulement des enseignements. Ne doit-on pas alors parler de nouvelles formes de scénarisation pédagogique ? Oui, je crois que vous pointez quelque chose de très important qui est peut-être le second gros problème lié à la pédagogie avec les nouvelles technologies. C'est que, effectivement, les bons vieux scénarios que nous avons appris dans un cadre magistral, d'ailleurs, je redis une fois de plus, entre parenthèses, que je n'ai rien contre le cours magistral et que je pense au contraire qu'une bonne pédagogie interactive doit y mener. C'est-à-dire que quand on a bien appris avec une pédagogie interactive, on doit supporter et bénéficier d'un cours magistral sans problème après, mais en aboutissement. Je ferme la parenthèse. Et donc, oui, parce qu'en fait, à partir du moment où on ouvre une porte de classe avec l'idée en tête, non plus de qu'est-ce que je vais transmettre, mais quelle activité vais-je faire à mes apprenants pour qu'eux-mêmes, par leur propre démarche, ils s'approprient au moins une partie des connaissances en question, eh bien alors, les anciens scénarios ne marchent plus. Il est inutile de prévoir 10 minutes d'exposé, plus un quart d'heure d'explication, plus 10 minutes d'exercice et 5 minutes de corriger. Ça ne marche plus du tout. Ou tout au moins, ça marche autrement. Alors effectivement, je crois qu'un des gros problèmes de la formation des formateurs et des enseignants maintenant qui va se poser, c'est d'arriver à reprendre le problème de la connaissance comme donc une construction, au sens piagétien, Vygotsky du terme, qui se fait dans le temps à partir d'activités multiples et à partir d'un scénario tout à fait différent. C'est-à-dire que, il s'agit de mettre les apprenants en situation de faire des choses, si possible intéressantes, parce que si c'est franchement casse-pied, on ne voit pas pourquoi ils se mettraient à faire quelque chose. Donc, il faut que ce soit des questions intéressantes ou des cas, donc si possible, ou bien proches de leur vécu, si ce sont des adultes en formation professionnelle, ou bien des questions très intéressantes qu'on trouve souvent posées dans l'histoire des sciences.
Hein. Par exemple, pourquoi pendant des années, on n'a pas pu déboucher sur tel problème parce qu'on n'avait pas vu telle chose. Ou bien sur un phénomène social bien connu qu'on vit tous les jours et qui a été théorisé récemment, par exemple. On part de choses comme ça, on fait des petites micro-tâches bien précises, avec un petit objectif bien précis. On donne tous les moyens de le faire, comme en pédagogie active. On a des ressources à côté, des machines, des bibliothèques, des petits documents. On se met à un, à deux, à trois. Et puis, on se coltine nos problèmes, mais ça devient intéressant parce que c'est une recherche, c'est-à-dire qu'on se casse la tête, on propose des solutions, les gens ne sont pas d'accord, on discute. Et puis, l'enseignant est là pour dire, bon, ben, vous avez eu 1 heure pour faire ça, ou 3/4 d'heure, top. Et puis maintenant, où en êtes-vous? Et on compare les diverses solutions, et ça devient vraiment très interactif, là, parce que non seulement il y a eu l'interactivité avec les machines, si les gens ont utilisé des logiciels divers, mais ensuite, l'enseignant reprend tout ça, et devient animateur en quelque sorte pour faire une synthèse, une comparaison des différentes solutions, une synthèse. Et ensuite, ce qu'on observe, c'est que quand il y a une synthèse un petit peu diverse, enfin, puisqu'il y a multiples stratégies, multiples solutions possibles, des erreurs très diverses, généralement on dit, bon, bah alors c'est bien beau, mais alors comment on s'y retrouve dans tout ça? Et alors là, l'enseignant descend comme l'ange Gabriel, n'est-ce pas, pour apporter sa petite théorie ou ses petits concepts, et c'est demandé, c'est-à-dire que là, vraiment, les gens l'en veulent, en ont besoin. Alors, un exemple, par exemple, j'étais moi évidemment dans un milieu privilégié avec des adultes en sciences d'éducation à Nanterre, c'est quand même pas le fond de banlieue le plus difficile. Mais par exemple, pour le phénomène de la rumeur, qui est un concept en psychologie sociale, mais avant d'être un concept, la rumeur, c'est un fait social. Hein, vous savez, c'est par exemple, n'allez pas dans tel magasin, on enlève les femmes, et on les envoie en Amérique latine pour faire de la traite des blanches, par exemple. Ça existait il y a dans certaines années. C'est un phénomène social très régulier qui se place dans certaines conditions socio-économiques très précises. Et ça obéit à des processus, toujours les mêmes, à peu de choses près, selon des règles à peu près toujours les mêmes. Eh bien, pour suivre le schéma que j'ai dit tout à l'heure, de scénariser, de problématiser une question, la rumeur, par exemple, eh bien, on la vivait en simulation à l'université, on créait un petit scénario, et puis les étudiants la constataient, regardaient ce qui se passait, et puis ensuite essayaient de comprendre pourquoi. Et à ce moment-là, ben, on apportait un petit apport, on faisait un petit apport théorique avec quelques références bibliographiques, et ça, c'était une façon de scénariser un problème abstrait.